Donc bonjour, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette, nouvelle édition des webinaires du CRESEB que nous allons dédier aujourd'hui à la question de l'empreinte, eau. Nous avons, 2 intervenants avec nous aujourd'hui, donc, Timothée Besse, qui est chef de projet eau à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne et qui nous présentera le travail qui a été effectué par l'OEB sur l'empreinte eau de la consommation des Bretons. Puis après, nous serons avec donc Hélène Féné, qui est professeure des universités au sein de l'université de Montpellier, qui nous exposera comment le projet One Water, le projet PEPR One Water ambitionne de développer un concept d'empreinte exhaustive de l'eau. Donc, nous allons vous proposer un temps d'échange à l'issue de chacune de ces interventions. Donc les questions pourront être posées, soit directement en levant la main ou soit via le chat. N'hésitez pas. Donc pour rappel aussi, le webinaire est enregistré, donc merci de couper, vos micros et Timothée, je te propose, si tu veux bien, de commencer. Merci beaucoup, Elodie. Merci encore pour l'invitation à présenter notre travail. Donc, moi, je suis Timothée Besse, je suis en charge des données sur l'eau à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Et donc, je vais vous présenter les résultats du calcul qui a été fait de l'empreinte régionale, de l'empreinte eau bleue des ménages bretons. L'Observatoire de l'environnement en Bretagne, c'est un groupement d'intérêt public, c'est le service public de la donnée environnementale régionale et qui a été fondé et financé par l'État et la région, et maintenant dont la gouvernance est accompagnée par les collectivités locales. Le travail que je vous présente, d'habitude on met à disposition des données environnementales produites par d'autres. Là, ce sont des données qui sont produites par l'OEB, par Pierre Darentière, qui est en charge de la mission changement climatique et adaptation à l'Observatoire, mais qui n'était pas disponible pour présenter le travail aujourd'hui. Pour bien comprendre de quoi on parle ici, en fait, je voulais prendre un temps pour définir les termes. On a d'abord 2 manières de voir nos pressions sur l'environnement. D'abord, ce qu'on appelle l'approche cadastrale, qui est la pression sur l'environnement en Bretagne, par exemple la localisation des pollutions diffuses, des prélèvements d'eau, et cetera. Ou ce qu'on appelle l'approche consommation, qui est la pression sur l'environnement pour les besoins des Bretons. Et c'est ce qu'on associe à l'empreinte environnementale. En fait, on distingue pour ce qui est de l'eau consommée, ce qu'on appelle l'eau verte, qui est l'eau de pluie qui arrive sur les parcelles, qui est infiltrée dans les champs et qui peut être captée par les plantes. On a ensuite l'eau bleue qui elle, est prélevée dans les réserves, que ce soit les réserves souterraines ou les réserves en surface. Et enfin, ce qu'on appelle l'eau grise, qui correspond en fait au volume d'eau qui est nécessaire pour diluer la pollution générée par les rejets liés aux activités humaines. Et les rejets des stations d'épuration ou l'eau qui n'a pas été captée par les plantes ne sont pas pris en compte dans l'empreinte. On ne doit pas confondre alors du coup ce qu'on appelle, ce qu'on considère nous comme la consommation, ce qu'on compte au niveau d'un compteur d'eau potable par exemple, et l'eau qui est consommée ici dans le cadre du calcul de l'empreinte, qui correspond en fait à un prélèvement net. C'est-à-dire le prélèvement moins ce qui est rejeté, ou ce qui est resté dans le milieu. En fait, on parle là d'une eau qui est perdue pour le milieu local, c'est-à-dire que soit elle a été, évaporée, soit elle a été incorporée dans un produit qui a été, commercialisé, soit elle a été déplacée ou rejetée au même endroit, mais à une autre période, radicalement différente. À partir de ces différents types d'eau, on distingue ensuite ce qui est, prélevé et utilisé directement par les ménages dans leur logement, au robinet par exemple, ou ce qui est prélevé et utilisé par le reste de l'économie, l'industrie, l'agriculture, les transports, les administrations, mais aussi les commerces et les restaurants, pour les besoins de la population qu'on examine là, et que ces prélèvements soient faits en France ou à l'étranger. Et donc, pour résumer, on distingue d'abord ce qui est prélevé de ce qui est consommé. Ensuite, on distingue les 3 types d'eau, l'eau bleue correspond aux réserves prélevées, l'eau verte qui est l'eau qui est captée par les plantes des cultures, et l'eau grise qui est l'eau polluée par les rejets et les pollutions. On distingue ensuite ce qu'on considère comme la consommation directe dans le logement par les ménages, l'eau utilisée, l'eau évaporée quand on fait bouillir ses pâtes, ou l'eau qui est consommée directement par les habitants.
et la consommation virtuelle, qui est l'eau consommée par le fait qu'on achète des biens et des services. Et on distingue enfin la consommation en France et la consommation à l'étranger. Et donc, les résultats qu'on va vous présenter concernent directement l'empreinte eau totale d'abord, et puis directement l'empreinte eau bleue. Lorsqu'on fait cette estimation, ce calcul, on a une empreinte eau totale par breton et par an en France et à l'étranger qui est estimée à plus de 2300 mètres cubes donc par an, dont 75% correspond en fait à l'eau de pluie qui est captée par les plantes destinées à la production de biens et services à destination des Bretons, soit du coton pour faire des vêtements, des légumes pour l'alimentation, etc. On a 17% de cette empreinte qui correspond au volume d'eau qui est pollué par les rejets de production de biens ou de services, et 9% qui correspond à l'eau prélevée dans les réserves et qui n'a pas été rejetée dans le milieu local. C'est l'empreinte eau bleue, et ça correspond à 200 mètres cubes par an et par breton. Et c'est ces 200 mètres cubes qu'on va examiner dans la suite de la présentation. Donc, la question à laquelle on a voulu répondre, c'est comment on décrit maintenant cette pression sur les ressources en eau bleue dans le monde pour les besoins des Bretons. Pour la partie consommation dans leur domicile, les Bretons utilisent 67 mètres cubes d'eau par an, et 12%, non, pardon, 12 mètres cubes de ce volume-là ne sont pas restitués au milieu naturel par les eaux usées, et sont donc consommés au sens de l'empreinte eau. Et finalement, cette consommation domestique ne représente qu'en fait que 6% de la quantité d'eau de surface et souterraine qui est consommée dans le monde. On estime à 203 mètres cubes par personne, par breton et par an, cette empreinte eau bleue. Et parce que ce volume comprend également l'eau virtuelle qui est nécessaire à la production de biens et services achetés par les Bretons. Et donc, 94% de l'empreinte eau bleue correspond à cette eau virtuelle, et ça correspond à 515 litres par jour et par Breton. Si on devait présenter les choses autrement, alors qu'un Breton peut consommer un volume d'eau équivalent à 400 douches par an à son domicile, il en consomme 6300 par l'achat de biens et de services, et ça correspond à 17 douches par jour et par habitant. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que la plupart de cette consommation d'eau virtuelle est invisible en France, parce qu'elle est pour 4/5 consommée à l'étranger. C'est une délocalisation de notre consommation d'eau. Par exemple, on a un quart de l'eau qui est destinée aux besoins des Bretons, qui est consommée en Asie. Ça correspond à 35 mètres cubes par an. Et rien que pour l'Espagne, notamment pour la production de fruits et légumes, on a 12% de notre empreinte eau bleue. Et donc, vous avez là la répartition de ces volumes-là en fonction de différentes régions du monde par rapport à voilà, cette consommation, euh, cette empreinte eau. On a aussi notamment le Moyen-Orient qui est en bonne position par rapport à la production de coton notamment. Et l'exemple de l'Espagne, du volume d'eau consommé par l'import de biens et services depuis l'Espagne, c'est lié à la part que prend la production de produits alimentaires sur l'ensemble de l'empreinte eau bleue. On se rend compte, si on compare l'empreinte eau à l'empreinte carbone, par exemple, ou l'empreinte matière, on a des répartitions par rapport au type de consommation qui sont très différents. Et pour l'eau, ce sont les produits alimentaires qui représentent la plus grande part. C'est 43% de l'empreinte eau bleue. Et on a ensuite la consommation pour le logement. Donc, c'est pas l'eau au robinet, mais là bien la consommation d'eau pour la construction de logements, pour la construction de meubles, pour l'entretien et les services consommés dans le cadre du logement. Et ensuite, on a éventuellement les habillements, les chaussures, le transport, et puis les loisirs et culture, les loisirs et la consommation de produits culturels. Le fait que cette consommation d'eau est délocalisée dans le monde par rapport à nos besoins peut aussi augmenter la pression sur des ressources en eau dans des régions où elle va devenir plus rare.
Là, on voulait donner un exemple un peu des résultats du GIEC qui montre à gauche le nombre de jours chauds, c'est-à-dire qui sont au-delà de 41 degrés Celsius, nombre supplémentaire de jours chauds estimés pour l'horizon 2100. Et à droite, c'est le nombre d'événements de sécheresse par décade, par période de 10 ans. Donc, on peut voir là, par exemple, que l'Espagne est en brun foncé, et ça correspondrait à environ autour de 3 épisodes de sécheresse supplémentaires par décade à l'horizon 2100. Pour finalement faire et réaliser ce calcul, il s'agit d'une méthode qui a été développée par Pierre Darentière, donc à l'OEB, qui est une méthode qui est ouverte, diffusée auprès d'autres régions, donc qui est utilisée ailleurs. La source de données principale, c'est les données d'import et d'export à l'échelle mondiale de la base de données Exiobase. Et ce travail-là correspond aussi aux résultats de 3 projets scientifiques depuis 2007 jusqu'à 2016 auxquels contribuent une dizaine d'universités européennes. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce calcul-là, c'est que cette base de données d'import-export commercial, elle comprend des données à l'échelle de la France, et non, elle ne permet pas de distinguer le commerce à l'échelle de la région vers le monde, ou à l'échelle ou entre les régions entre elles. Donc, la méthode de régionalisation qui a été développée là par l'OEB, c'est donc la façon de rapporter ces échanges nationaux ou internationaux en fonction des différences de consommation entre les consommateurs français et les consommateurs bretons. Et pour avoir cette représentation de la consommation des Bretons, on se base sur les données de l'INSEE. Donc, on associe aussi les données démographiques régionales et les données de consommation directe au domicile, les données de démographie régionale à partir de l'INSEE, mais aussi les données de consommation d'eau au domicile qui sont obtenues à partir de l'Observatoire national de l'eau et de l'assainissement. C'est le portail CISPEA. Donc, le croisement entre l'import-export français et la typologie de la consommation des Bretons, plus l'ajout de l'eau consommée directement au ménage, c'est ce qui correspond au calcul de l'empreinte eau. Donc, ça permet de prendre en compte les différences de structure de la consommation des Bretons, mais ça a donc des limites. Cette méthode, c'est que on considère qu'un Breton consomme globalement auprès de l'économie française et pas forcément de l'économie bretonne, on peut pas distinguer forcément les consommations, les habitudes d'achat locales, mais locaux, pardon. Mais on considère bien la consommation typique d'un ménage breton par rapport à un ménage français. Ensuite, c'est un résultat de modélisation, là encore, et pas une observation, un indicateur de suivi. C'est-à-dire que les données ne permettent pas d'être beaucoup plus précis au niveau local. On ne pourrait pas donner l'empreinte eau d'une EPCI, par exemple, et on ne pourrait pas non plus actualiser de manière pertinente cette donnée-là tous les ans. Et enfin, on ne peut pas non plus prendre en compte les différentes alternatives de consommation. C'est-à-dire qu'on considère l'empreinte de la consommation d'un kilo de bœuf ou d'un kilo de blé sans distinguer leur mode de production. Et il pourrait être produit dans le cadre d'un label bio ou d'autres labels écologiques qui là ne sont pas distingués. Il s'agit d'une moyenne qui englobe un peu tous les types de production. Donc, c'est un impact environnemental moyen par catégorie de produits. Et enfin, là encore, on considère des Bretons ou des Bretonnes de manière moyenne, sans distinguer par exemple leur catégorie socio-économique, alors qu'on sait qu'il y a un écart considérable entre la consommation, l'empreinte environnementale des personnes de haute catégorie sociale et puis de ceux qui sont dans des situations plus précaires. À titre d'exemple, en fait, l'empreinte carbone de 1% des Bretons aux revenus les plus élevés est 24 fois plus élevée que celle des 1% des revenus les plus pauvres. Donc, c'est des biais qui sont non négligeables pour commenter finalement la consommation des Bretons. Et voilà, pour finir, en fait, les données qui sont produites dans le cadre de ce travail sont disponibles en open data sur le portail de l'Observatoire. Et c'est un travail qui est toujours en cours. Et la suite qui est envisagée pour ce travail de régionalisation de l'empreinte eau, c'est
de poursuivre l'analyse en comparaison, par exemple, l'empreinte au bleu des Bretons avec celle d'autres pays ou d'autres régions françaises, par exemple, puisque le travail a été repris, et cette méthodologie a été reprise ailleurs en France par d'autres observatoires. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les chiffres, les cartes qui vous ont été montrées là puissent être consultables sur un tableau de bord interactif, une data visualisation, et associé à des articles un peu d'explication du contexte de cette méthode. Et enfin, l'idée aussi, ça serait de pouvoir rapporter les volumes prélevés à l'étranger avec l'état des ressources en eau locale. C'est-à-dire de voir si les pays dans lesquels on prélève de l'eau ne sont pas aussi ceux qui sont eux-mêmes en pénurie d'eau et déjà en tension sur cette ressource. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette première partie, j'imagine qu'Élodie, peut-être vous ferez les questions à la fin des deux présentations, je sais. Ben, non, je pense on va déjà essayer. Merci Timothée. On va aller super vite. Je sais pas si c'était le Oui, cas c'est pour tout vrai, le je monde. m'attends. On va déjà prendre éventuellement s'il y en a des questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Maxime Fossé dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou si vous voulez que je relaie. Peut-être prenez la parole, c'est plus sympathique. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Effectivement, les Bonjour. chiffres sont passés très vite. Je voulais juste des questions un peu de précision, mais j'ai vu qu'on pouvait avoir accès à plus de renseignements sur le site dédié. On parle là d'empreinte eau. Il y a effectivement donc les trois types d'eau, verte, bleue et grise. Et j'avais juste une question concernant la méthodologie utilisée et si on parlait bien d'empreinte ou simplement de flux, parce qu'il a été question de raréfaction de la ressource ou de tension sur la ressource. Et la discrimination entre des flux et l'empreinte, c'est bien l'application d'un facteur de stress hydrique, par exemple, tel que les recommandent les méthodes internationales, notamment pour les produits agricoles. Donc, je voulais savoir s'il y avait une harmonisation et s'ils étaient dans la même vague. Bah, là, pour le coup, en fonction de ce que je comprends de votre définition, on parle bien de flux, c'est bien des volumes qui sont importés par an, enfin consommés par an là-bas, et on n'a pas le croisement là avec la situation locale de cette ressource. C'est un volume qui est réparti dans le monde sans faire le croisement avec les tensions sur la ressource pour l'instant, même si c'est justement un peu envisagé dans la suite du projet. C'est bien des flux dont il est question là. D'accord, très bien. Et au niveau de la méthode, si on regarde sur les méthodes de calcul de l'empreinte eau, on a encore de grands débats. Il y a la communauté un peu du Water Footprint Network qui commence à dater un petit peu. Et puis, on a la norme ISO ACV pour l'empreinte eau, qui soit consommative ou multicritère. Et donc, sur celle-ci, vous utilisez bien dans la comptabilité l'ensemble de l'eau verte, l'ensemble des eaux grises et l'ensemble des eaux bleues. Correction faite du prélevé, du consommé, ça j'entends bien, mais vous prenez en compte l'ensemble de ces volumes d'eau pour un flux quantitatif. Là, je vais peut-être être en limite de mes compétences sur cette méthode-là, mais les chiffres qui sont présentés sont surtout les chiffres empruntés au bleu. Je pense que le reste a été estimé à partir de la consommation de l'empreinte au bleu, sur l'empreinte au verte et l'empreinte au grise. Je pense que, oui, enfin, juste pour bien comprendre aussi, je me permets, hein, Bien sûr. c'est vraiment cette différence entre l'utiliser, le consommer. En fait, pour préciser cette notion-là, peut-être, je pense que c'est important, s'il y a moyen de repréciser, parce que tu es passé effectivement. Je suis désolée, Pardon, Timothée. je me suis pas rendu compte que j'étais aussi speed. Alors, sur la définition, c'est ça, c'est qu'en gros, quand on parle d'empreinte au bleu, c'est celle qui est retirée au milieu local, donc c'est bien ce qui est consommé. Donc ce qui est rejeté, même pollué dans le milieu, n'est pas pris en compte. Et c'est vrai aussi pour l'empreinte au verte. Là, l'eau qui s'infiltre dans le sol et qui rejoint les nappes sans être captée par les plantes n'est pas prise en compte dans le calcul. Si c'est ça, voilà. La question, c'est bien de la consommation nette pour nous. Donc, concrètement, par exemple, si on parle de l'empreinte d'une tomate produite en Espagne, soyons concrets, je ne sais pas, on va prendre du coup en compte dans cette empreinte l'eau qui aura été utilisée pour l'irriguer,
potentiellement. L'eau qui aura été utilisée pour la laver et qui aura été remise au milieu n'est pas considérée. L'eau qui aura été utilisée potentiellement dans le transport, qui aura permis de la ramener jusque chez nous, est comptabilisée. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, hein. D'accord. C'est différents types d'eau qui sont ou non comptabilisés dans les chiffres que tu nous as donnés. Oui, c'est ça. On prend, voilà, à partir du moment où l'eau est finalement incorporée dans le produit ou n'est pas restituée au même endroit, au même moment, on la prend en compte dans les volumes. D'accord. Et dans les 2000, dans les autres diaporamas, enfin, si tu veux bien avancer, tu nous as donné d'autres chiffres, voilà. Dans les 2312 mètres cubes dont tu nous as parlé, du coup, c'est de cette eau-là dont on parle. Oui, c'est ça. D'accord. Et après, tu fais un focus, du coup, sur Donc, les c'est pas le volume prélevé dans tous les usages contextuels de cette production, quoi. C'est bien l'eau qui est consommée, qui n'a pas été restituée. OK. Est-ce que il y a potentiellement d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, Antoine? Oui, une question de compréhension aussi. Donc, on prend en compte les produits qui sont importés dans l'empreinte. Par contre, les produits qui sont exportés depuis la Bretagne, produits Non. agricoles notamment, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, ceux-là, on les prend pas en compte dans l'empreinte? Non, on ne les prend pas en compte. C'est pas un bilan. C'est bien ce qui est consommé pour répondre aux besoins des Bretons. Et on n'en retire pas ce qui est consommé en Bretagne pour répondre aux besoins des Espagnols, par exemple. Donc, c'est le cumul des deux. C'est le cumul de ce qui est importé et de ce qui est produit sur place. Même Non, si- c'est pas, c'est bien là seulement pour répondre aux besoins des Bretons. Donc, ce qui est exporté de la Bretagne n'est pas pris en compte du tout dans ce travail-là. Et c'est vrai que c'est une question qui a été posée, enfin qui nous a été posée plusieurs fois sur. C'est une question qui est prégnante aussi sur. Ben, on parle de sobriété des usages des Bretons en Bretagne avant même de parler de l'empreinte, mais il y a des usages de l'eau qui sont commerciaux pour l'export et qui doivent être pris en compte dans la gestion justement de la ressource en eau. Mais ce travail-là permet pas de faire ce calcul en tout cas. C'est-à-dire Parce que qu'il les faut- données d'import-export ne permettent pas de distinguer ce qui est importé ou exporté de la Bretagne. C'est bien à l'échelle française que ça se passe. Concrètement, l'eau qui est utile pour l'agriculture, pour la production de lait qui est ensuite exportée hors de Bretagne, ça, c'est compté dans l'empreinte bretonne, si je comprends bien. Non, C'est pas non, vous non. avez distingué. S'il s'agit de produits qui sont achetés par d'autres consommateurs que des Bretons, c'est pas compris dans l'empreinte bretonne. On ne regarde pas les prélèvements en Bretagne, on regarde seulement ce qui est acheté, plus le volume d'eau qui est consommé au domicile. Mais sinon, on regarde ce qui est acheté par la France et quel volume d'eau ça représente à l'étranger consommé, qui n'est pas restitué localement à l'étranger. D'accord, Ou en merci. France aussi. Enfin, disons que là, dans l'empreinte, on parle aussi de l'empreinte en France. C'est-à-dire que si on achète un produit ou un bien de consommation qui est produit en France, il est compris là-dedans, puisqu'il correspond aux besoins des Bretons. Même s'il est produit en France, voilà, on a 80% qui est produit à l'étranger, mais on a aussi une partie, 16%, non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, 14% de l'empreinte qui est produite en France, au final. Donc, on se base bien sur la notion de comportement individuel, en fait, C'est ça. sur le comportement d'une région vis-à-vis de ses activités. Non, et c'est pas un bilan import-export d'eau en Bretagne. D'accord, merci. Alors, il y avait une question de Sylvie Leroy et après Pascal Mogis. Je vous donnerai la parole. Sylvie, peut-être tu veux préciser quelque chose? Pareil, précision de compréhension. Ouais, non, je rebondissais sur la clarification que tu apportais là enfin, que vous apportiez tous les deux sur l'empreinte au bleu pour bien comprendre par rapport à ce qui est consommé par un Breton et produit en France ou à l'étranger, c'est la consommation d'eau nécessaire à la production de ce bien de consommation, moins ce qui est restitué au milieu, au même endroit en fait. C'est bien ça, hein? C'est ça, oui, D'accord. exactement. Ok, plus après s'il y a besoin d'eau pour le transport, etc.
Alors, je ne vois pas par contre l'eau pour le transport, c'est quoi? C'est pour la construction des camions qui vont servir Camions, au transport. infrastructure. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, C'est ça va. quelque chose d'infrastructure en lien avec le transport. Ok, Mm. très bien. C'est tout. Merci. Bah, de rien. Pascal Mogis? On ne vous entend pas, par contre, il faut mettre votre micro. Oui, pardon. Merci bien. J'espère que En ça fait. va maintenant. Oui, là j'étais en train de chercher. Il existe une carte des empreintes eau pour l'exportation. Sur la France, on voit très très clairement la signature en Bretagne. Alors malheureusement, je l'ai plus sous la main, je la cherchais, je pourrais vous la donner si ça vous intéresse. Ou On vraiment, si peut vous mettre avez le lien déjà dans le été. chat, éventuellement, oui. Oui, un peu plus tard. Et donc, on voit très très clairement hein, l'exportation massive hein, liée évidemment à la production de viande de porc, notamment. Hein. Merci, voilà, ça y est, je l'ai là. Ouais, non, c'est pas pour le porc, bon, dommage. Et l'importation aussi massive. Sinon, juste un mot, c'est sur les transports. Alors, peut-être en Bretagne, c'est assez faible, mais dans d'autres parties de la France, c'est très fort, c'est les éclusées, hein, c'est les transports par canaux. Qui induisent des transferts d'eau qui peuvent être importants en fait d'un bassin versant à l'autre. Voilà. Et puis, je voulais aussi remercier le choix de l'indicateur qui est de la consommation donc, dans l'empreinte, puisqu'en général, l'empreinte eau, c'est les prélèvements. La consommation, c'est tout à fait pertinent. Les prélèvements sont importants aussi par rapport aux ressources locales. Et c'est vrai qu'en Bretagne, il faut beaucoup y penser parce que les réserves sont quand même très modérées, hein, dans les nappes notamment, et les bassins versants sont petits. Et puis, un dernier petit point pour vous dire que donc, il y a un projet porté par le CEREMA auquel je participe, qui est l'élaboration d'un outil d'estimation de tous les usages de l'eau, donc d'empreinte eau, on peut dire, hein, et notamment qui vise et qui va, enfin, ça a déjà marché, on va le refaire, qui va calculer, notamment pour le secteur agricole et l'élevage, les besoins en eau et les prélèvements en eau, donc notamment pour la production de la viande, qui va être liée à la production effective avec justement aussi les besoins en céréales associés. Donc, c'est pour les stratos. Donc, je vous le dis parce qu'il va émerger un peu plus tard et du coup, ça pourrait être intéressant éventuellement. Il y a des implémentations qui sont prévues, je ne peux pas tout vous dire, mais enfin, bon, pas très loin. Donc, ce sera peut-être intéressant de s'y référer un peu plus tard. Voilà. Donc, ça, c'était pour information. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Antoine, tu as la main levée encore. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question. Non. Pardon. Très bien. Une erreur. D'accord. Donc, si je comprends bien, aussi, c'est vrai que moi, j'avais une question. Il y a effectivement des personnes qui sont engagées ici dans des études HMUC sur leur territoire. C'est vrai qu'en termes de prospective, voilà, ces études mettent en avant l'idée de la prospection et puis potentiellement de la relocalisation d'industrie ou voilà, de la faisabilité de l'accueil de la production sur le territoire et de ses limites. Dans quelle mesure est-ce qu'il est possible ou pas d'intégrer ces données-là dans ces prospectives-là? Est-ce que, je sais pas, Timothée, si tu peux répondre, je sais que tu disais que c'était un travail qui était compliqué peut-être et Non, mais potentiellement pour ce qui est de, en fait, si on voulait, ce que ce travail-là pourrait permettre de faire, c'est de se dire si on devait rapatrier une partie de l'industrie, par exemple celle de l'alimentation, ne plus consommer du tout en Espagne. Là encore, on parle à l'échelle française, enfin, c'est des données à l'échelle française, donc les choix seraient à ce niveau-là. Mais si on décidait de ne plus importer du tout notre alimentation, euh, on pourrait du coup regarder quel volume d'eau ça représente en consommation. Pas forcément en prélèvement, mais on pourrait refaire une estimation inverse éventuellement. Mais là encore, quand on réindustrialise, on industrialise aussi pour des consommations autres que celles des ménages bretons. Donc voilà, la question est plus complexe, mais oui, ça permet de donner aussi des ordres de grandeur à ce qui est, quand on parle de sobriété dans notre consommation d'eau, bah, peut-être de rajouter à ces débats-là le fait qu'il faut aussi de la sobriété dans nos consommations tout court pour que cette pression ne soit pas simplement exportée vers l'étranger. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, Timothée. Je vois pas d'autres questions Je pour. peux vous montrer la courbe, là j'ai trouvé.
si vous voulez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi qu'on a on a une répartition de l'empreinte par rapport à nos consommations qui est assez différente de ce qu'on peut connaître de l'empreinte carbone ou de l'empreinte matière. Et donc, ça permet aussi de voir que si on devait faire nos choix en fonction de l'empreinte carbone, on serait peut-être pas tout à fait aussi efficace sur la réduction de notre empreinte eau, par exemple. Donc, ça serait c'est important aussi de voir que les impacts sont différents selon le type d'empreinte qu'on regarde. Mm. On a aussi, dans le cadre de notre travail, et à partir à peu près des mêmes méthodes, l'idée c'est de pouvoir travailler ici sur l'empreinte biodiversité. Quelle est l'érosion de la biodiversité ailleurs dans le monde ou en France même qui est associée à nos consommations de biens et de services. Voilà, ça fait partie. Et on a aussi éventuellement la possibilité, avec la même méthode, de calculer l'empreinte santé, c'est-à-dire quelle est, de manière un peu extrême, dire quelle est l'espérance de vie qu'on perdue dans le monde par l'impact de nos consommations, Mm. par les pollutions générées, etc. ou l'exploitation. Et ça, c'est les travaux que vous avez menés à l'OEB ou c'est Sur des l'empreinte choses que... biodiversité, c'est un travail qui est en Ouais. cours. L'empreinte matière aussi, ça a été fait. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres disons, de moyens de temps disponibles pour se lancer dans d'autres explorations, mais ça peut se baser sur la même méthodologie. D'accord, très bien. Alors, Pascal, moi, j'ai vu que vous aviez mis donc la référence à une thèse. Vous avez un lien potentiellement que vous pouvez nous mettre dans le chat, du coup? Ça serait super. Et vous avez toujours pas votre micro. Pardon, je peux la déposer sur Claude et puis le mettre en lien. Donc, c'est juste un instant et je vais le Bon, faire. ben, super. Est-ce que vous voulez que je vous montre la figure? Bon, je l'ai là. Ben, écoutez, je peux vous juste nommer Ouais, ce sera rapide, hein, c'est pour info. Hein. éventuellement, hop. Alors, je ne sais pas du coup, Timothée, il faut que tu arrêtes ton partage éventuellement. Très bien. Si vous le Et souhaitez. c'est celle-là. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Ouais. Donc voilà, c'est les exportations, les transferts hein, concernant la viande et le lait, puisque les deux sont liés, hein, sur les céréales au-dessus. Et puis on voit très clairement la Bretagne donc, qui exporte massivement donc, en interne du pays vers l'Île-de-France. On voit très bien hein, les transferts et puis une plus faible fraction vers les États-Unis. Et on voit que c'est en termes de protéines, hein, c'est la contribution majeure du pays. Mmh. Voilà. Il y a d'autres choses très intéressantes dans cette thèse hein, pour regarder. Et je vous mets le lien là tout de suite. Pas de Eh souci. bien, merci beaucoup. Je fais ça maintenant. Donc, du coup, il ne faut pas fermer la réunion trop vite. Non, 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 je ne fermerai pas la réunion. Bon, Donc, ben, je vais le écoutez, mettre. merci. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Alors, je vois Dominique Massé qui a fait un commentaire aussi. Je ne sais pas si on peut imaginer que l'empreinte de consommation n'est pas la même selon son origine, ce mode de production. Cela donne envie de regarder comment cela fonctionne en flux. Effectivement. Et je n'ai pas d'autres commentaires, mais Maxime, vous faites beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, c'est quand même plus sympathique. Et Dominique, oui, je vois que tu lèves la main, donc n'hésite pas non plus. En fait, ma contribution, c'était dans le prolongement de ce que évoquait Timothée, c'est-à-dire que suivant effectivement, une fois qu'on a connaissance de l'empreinte, il y a la question de la dynamique et que suivant les sources de consommation, on peut imaginer que l'empreinte matière, enfin l'empreinte des produits n'est pas la même. Et ça peut être ça aussi un sujet de réflexion. Voilà, est-ce que la tomate que consommée, est-ce qu'elle vient d'Espagne ou est-ce qu'elle vient d'un autre endroit? Donc la question de la localisation et puis la question aussi du mode de production. On peut imaginer que ça, c'est une idée d'étape, en tout cas l'étape d'après pour Timothée et puis l'équipe. Si je peux juste dire un mot sur mon commentaire, c'est pas pour m'appesantir sur le sujet, mais c'est vrai quand on parle de l'eau, la terminologie est importante sur l'empreinte eau, et ça rejoint tout à fait ce que disait monsieur Massé sur l'empreinte. Effectivement, en termes de flux, on peut avoir des flux identiques sur une production de tomates espagnole ou française. Par contre, son empreinte, effectivement, peut être différente dès lors où elle est croisée avec une tension sur la ressource qui peut être différente d'un point de vue géographique.
Et voilà, c'est pour ça, en discutant sur le projet, il y a pas mal de confusion quand on s'adresse aux acteurs. C'est pour ça que je mets un petit point sur la terminologie. On parle bien d'empreinte quand c'est croisé avec un facteur de pression. Sinon, c'est un peu, on reste sur des flux. D'accord. Je pense qu'on va prendre la suite avec Hélène. Hélène, qui est là. Voilà, je pense que ça peut peut-être aussi répondre en partie à ces interrogations. Est-ce que je vous laisse partager votre écran? Ouais, pour la présentation suivante. Juste. Donc, du coup, des ambitions du PEPR One Water sur le sujet de l'empreinte. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien le document partagé? C'est tout bon. C'est juste moi qui ne le vois pas. Alors, donc bonjour à tous, Hélène Fenet, je suis professeure en santé publique à l'Université de Montpellier et rattachée à l'UMR Hydrosciences. Et dans le cadre de mon activité de recherche, je m'intéresse plus particulièrement au devenir des contaminants organiques dans les milieux aquatiques, tant en termes de processus de transformation que d'interaction avec les écosystèmes aquatiques et leurs impacts sur des organismes non cibles et émissions. Et actuellement, je m'intéresse plus particulièrement, enfin nos équipes de recherche s'intéressent plus particulièrement au devenir des contaminants émergents, notamment les médicaments. J'interviens ici non pas avec mon étiquette chercheur, mais plutôt comme avec mon étiquette de participant et d'animateur d'un défi dans le cadre du projet One Water. Donc, le projet One Water est un programme national de recherche et d'innovation qui vise à reconnaître l'eau comme un bien commun. Il est copiloté par le CNRS, le BRGM et l'INRAE, et il fait intervenir également une dizaine de partenaires académiques, dont l'Université de Montpellier. Donc, c'est un programme qui est ambitieux, qui est sur 10 ans, qui est financé dans le cadre du PIA 4, dans le cadre du plan France Relance. Et pour répondre à cet objectif de bien commun, donc l'objectif, il vise à changer de paradigme en plaçant l'eau comme bien commun, élément central des socio-écosystèmes, et bien sûr, actuellement, fortement soumis à des forçages climatiques et anthropiques. Et pour répondre finalement à cet objectif, il s'appuie sur 6 grands défis. J'insisterai tout à l'heure sur la vision d'empreinte de l'eau pour voir comment aujourd'hui, elle est pensée au sein finalement des différents groupes de travail. Juste un petit mot sur l'ensemble des défis. Le défi 1, qui se résume à prédiction et anticipation, a pour objet l'anticipation de la ressource en eau pour permettre l'adaptation des territoires à leur singularité. Je passe au défi 3, donc eau sentinelle. Donc, l'objectif, c'est de développer l'eau comme sentinelle de la santé de l'environnement et des sociétés humaines le long du continuum terre-mer, avec pour objectif de quantifier les temps de réponse des écosystèmes aux contraintes anthropiques et climatiques, de comprendre les impacts cumulés des pollutions physiques, chimiques et biologiques sur la santé de l'hydrosystème, son fonctionnement et aussi, bien sûr, sur la biodiversité. Le thème 4 dit adaptabilité et résilience. C'est mieux identifier les conditions de l'adaptabilité et de la résilience des socio-hydrosystèmes et proposer des solutions pour accroître l'adaptabilité et la résilience. Et enfin, caractériser les barrières potentielles et les leviers permettant de mettre en œuvre les solutions pour une utilisation parcimonieuse et intégrée de l'eau dans un contexte de compromis. Ensuite, vous avez les défis 5 et 6 qui sont des défis transversaux. Donc, le défi 5 vise à coproduire des nouveaux modes de gouvernance et d'outils pour protéger les eaux et accompagner l'évolution des politiques publiques pour envisager l'eau comme commun. Et enfin, le défi 6 qui, dans une volonté de soutenir finalement la prise de décision, s'assurer d'un meilleur partage des données et en déployant des moyens d'acquisition et d'échanges interopérables. On est sur la notion de fair data, de manière à ce que toutes les technologies qu'on met en œuvre, et les technologies d'analyse innovante, et on va générer de l'information, mais que cette information soit pertinente, exploitable et qu'elle soit aussi, qu'on puisse la partager
avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, pour reprendre cette notion d'empreinte telle qu'elle est vue aujourd'hui dans ce programme national, c'est que l'idée, c'est d'avoir une vision conjointe à la fois des activités humaines et des processus environnementaux sur à la fois la quantité et sur la qualité, donc pas seulement donc, sur les flux, mais également sur finalement ce que ça génère en termes de, on peut parler de pollution du milieu, mais également de l'état de l'écosystème. Donc, ça vise à construire un nouveau paradigme d'empreinte exhaustive de l'eau qui relie à la fois les pressions anthropiques dans leur globalité à leurs conséquences sur les hydrosystèmes et les écosystèmes, et ceci tout au long des cycles de l'eau et le long du continuum terre-mer. Donc, vous avez deux co-facilitateurs, donc Jean Reynald de Drézy, que vous connaissez donc, probablement de l'Université de Rennes, et moi-même de l'Université de Montpellier. Alors, les enjeux, on peut les décliner sous cette forme, mais ils seront probablement rediscutés et revus au cours de ces prochaines années. Donc, l'objectif, enfin, un des enjeux, c'est vraiment de faire la caractérisation des pressions, mais dans l'ensemble de leurs dimensions, environnementales, économiques et sociales, en essayant donc d'inclure l'ensemble des pressions qui peuvent être exercées sur l'hydrosystème. Ensuite, deux, c'est la quantification de la transformation de cette empreinte de l'eau de la source à l'impact ou de l'amont donc à l'aval. L'idée, c'est de bien prendre conscience que l'eau acquiert ses caractéristiques biogéochimiques lors des transferts, lors des stockages dans les différents hydrosystèmes, dans les différents compartiments au sein des bassins versants, et ce en interaction avec les activités humaines. Et du coup, de l'ensemble finalement de ces processus et de ces interactions avec le milieu, la qualité de l'eau est modifiée. Il en résulte une empreinte issue des interactions à la fois naturelles et anthropiques et qui permettent également donc, de révéler ou qui peuvent permettre de mieux comprendre le fonctionnement hydrobiogéochimique des bassins versants. Proposer des mesures déployables de ce concept d'empreinte exhaustive de l'eau avec des signatures, par exemple des signatures chimiques ou biologiques ou des relations concentration-débit, par exemple pour relier des débits à la biomasse, à la biodiversité, donc essayer d'avoir un certain nombre de propositions à terme de mesures. Et enfin, estimer l'évolution de cette empreinte dans le contexte du changement planétaire, de manière à ce que ces éléments soient pris en compte, et notamment lorsqu'on s'intéresse au défi 5, dans toute la partie donc, gouvernance et politique publique. Donc l'idée, c'est d'aller vers un concept, vers un concept d'empreinte exhaustive de l'eau, comme je l'ai dit, donc en intégrant la notion quantitative et quantitative. Bien sûr, elle reprend la problématique donc, des volumes d'eau, que ce soit des volumes d'eau superficiels, souterraines, en tenant compte des besoins, des usages, mais également en s'intéressant à ce qui se passe au niveau des écosystèmes. Et ensuite, en caractérisant l'eau, mais en utilisant des méthodes assez larges et assez exhaustives pour tenir compte non seulement du niveau de pollution et de la caractérisation des différents contaminants, mais également l'analyse de l'état de l'écosystème et de la biodiversité. D'évaluer l'ensemble des pressions qui s'exercent, mais également et des mécanismes et des processus de transformation, mais également en tenant compte des processus naturels qui interviennent dans les différents milieux et dans les différents compartiments. Donc, essayer d'avoir une démarche un peu mécanistique sur les processus de transfert et de réactivité des éléments dans les milieux naturels. Voilà, et avoir une compréhension intégrative du fonctionnement, de manière à faire une évaluation ensuite des impacts sur la qualité de l'eau, l'état des hydrosystèmes, et aller jusqu'à la santé des écosystèmes et jusqu'aux impacts sur la société et la santé. Ça vient d'être évoqué, mais essayer d'intégrer également ces notions-là dans la réflexion. Et intégrer également ce qui est vu dans le défi 4, donc une capacité à aborder également les facteurs de résilience liés au changement de l'eau. Donc finalement, c'est un projet ambitieux et l'objectif au cours de ces prochaines années, c'est vraiment de rassembler autour de la notion d'empreinte une communauté écologique. Les tableaux se retrouvent à la confluence de nombreuses dimensions, dimension hydrologique, dimension chimique, dimension biologique, écologique, écotoxicologique, anthropique, et finalement, ces réflexions ne peuvent pas être conduites, on va dire, de façon segmentée, et il faut rassembler l'ensemble de la communauté scientifique dans ces différentes dimensions
pour pouvoir aborder ces différentes questions. Ensuite, l'idée, c'est justement de travailler de façon collégiale pour identifier les verrous et donc les atouts de cette réflexion partagée, de passer donc de l'approche disciplinaire à une approche pluridisciplinaire vers la transdisciplinarité avec une vision, une approche holistique, transdisciplinaire et vectorielle et sectorielle, multisectorielle autour de cette notion d'empreinte. Et pour pouvoir donc la conduire de façon efficace aussi à terme, c'est de partager et de construire la réflexion avec les acteurs du monde socio-économique. Donc finalement, cette notion d'empreinte, en fait, s'articule forcément avec les différents défis donc, de ce programme One Water, avec l'approche, donc également le défi 3, Sentinelle. Donc, si on regarde donc, cette notion d'empreinte, l'évolution spatio-temporelle de cette empreinte peut être utilisée également comme une sentinelle, sentinelle du fonctionnement, de dysfonctionnement de ces mêmes socio-hydrosystèmes sous contraintes climatiques et anthropiques. Donc, du coup, ça peut être également utilisé comme outil pour la gestion des territoires. Donc, bien sûr, c'est une interface avec le défi 1 sur l'évolution de notre ressource en eau et sur le défi 4 sur des solutions qui pourraient, ou des propositions qui pourraient être proposées. L'idée du projet, c'est qu'il s'articule sur un certain nombre de projets ciblés. Je citerai un projet ciblé aux interfaces entre le défi 2 et le défi 3, où justement s'articulent ces notions d'empreinte eau d'un point de vue qualitatif et quantitatif, avec cette notion de la surveillance des milieux aquatiques et la question des indicateurs à utiliser pour avoir cette vision un peu plus holistique de l'état des hydrosystèmes. L'idée, c'est que ça se travaille également sur des terrains communs et de s'appuyer sur les observatoires ou les living labs qui sont déjà existants, et de manière à ce qu'on puisse partager sur des terrains communs un certain nombre de questions. Et également en termes d'interopérabilité des données, donc travailler également sur ce partage des données entre les différents acteurs. Donc vraiment, c'est construire ce concept d'empreinte aux interfaces et le traduire à terme en termes concrets de déploiement sur site, également en termes de modélisation opérationnelle à proposer par la suite. Alors, pour rassembler donc, cette communauté scientifique et pour pouvoir travailler sur cette notion d'empreinte, vous avez le lancement de ce programme One Water, les journées scientifiques, vous avez 3 jours pour découvrir ce programme scientifique, les 10, 11, 12 juillet donc, à Lyon. Donc, il est encore temps de vous inscrire. Les inscriptions, c'est jusqu'au 30 juin. Enfin, ça s'arrête donc aujourd'hui et vous pourrez retrouver donc l'ensemble du programme et l'ensemble des thématiques qui seront abordées au cours de ces journées scientifiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et dans ce contexte-là, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a parmi les participants des questions ou des remarques, peut-être sur ce qui vient d'être dit? Donc, a priori, là, pendant les 3 jours, c'est la première grosse réunion, en fait, de lancement autour de ce projet-là, c'est ça? C'est la première réunion donc, où on va faire donc, le lancement du projet. Donc, l'idée, c'est de réunir l'ensemble de la communauté scientifique, mais également les acteurs du monde socio-économique sur l'ensemble de ces questions et de ces enjeux associés à l'eau. Et sur la partie donc empreinte, de manière à travailler donc cette réflexion entre les différents champs disciplinaires. Donc on l'organise sous forme de 3 ateliers successifs avec un certain nombre de questionnements sur les différents enjeux associés à cette notion d'empreinte et également à cette notion de eau sentinelle. En fait, c'est co-construit entre le défi 2 et le défi 3 au travers d'ateliers de manière à ce qu'on puisse partager entre acteurs et disciplines différentes cette notion d'empreinte. D'accord. Et après, l'idée, c'est de fonctionner sur des appels à projets sur les 10 années à venir, c'est ça? Ou en fonction de problématiques d'intérêt qui seraient ressorties à l'occasion de ces réunions-là? Voilà, l'idée serait derrière de pouvoir travailler sur des territoires partagés et de construire, en fait, et de partager les questions scientifiques et de pouvoir identifier des partenaires pour pouvoir construire des appels à projets. Donc, il y aura des appels à projets dans le cadre du projet One Water. Très bien, merci. Josette?
tu voulais intervenir? Oui, oui, bonjour, Josette Launay du CRESEB, une collègue d'Élodie. Oui, moi, je me disais que c'était en effet, comme vous disiez, ambitieux d'arriver à définir cette empreinte qui est très exhaustive. Et je m'interrogeais finalement pourquoi utiliser le mot empreinte qui peut, puisqu'elle est, enfin, elle est connue pour un indicateur plus simple. Donc, est-ce qu'il peut pas y avoir des confusions, quoi, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas, enfin, voilà, je me posais c'est une question vraiment basique, mais Non, mais tout parce à fait. Dans la notion d'empreinte, il y a les deux volets, hein, ce qu'on appelle le footprint, en fait, qui correspond finalement à cet usage de comment on caractérise pour la production des biens, enfin, ce qu'on vient d'entendre. Et ensuite, vous avez la notion aussi, fingerprint, de caractérisation, en fait, de l'eau dans les milieux, en fait. Donc, effectivement, vous avez ces deux volets-là qui sont à considérer. L'idée ici étant vraiment d'avoir un programme de recherche avec de l'acquisition de connaissances de manière à ce qu'on puisse enrichir aussi tous les outils de modélisation qui peuvent être conduits par la suite. Parce qu'on sait relativement, enfin, on l'a vu, hein, sur les flux en termes de quantification, on a déjà bien avancé. Ensuite, sur la caractérisation à la fois du stress et en fonction des différentes pressions qui sont exprimées sur un milieu. Et également la caractérisation de la pollution au vu de la diversité et comment on évalue l'impact sur l'écosystème. Le champ est vaste, effectivement, en termes d'exploration. Oui, il est d'autant plus vaste que potentiellement pour une même activité en fonction du territoire sur lequel elle est conduite, c'est les conditions effectivement de production dont on parlait tout à l'heure, les impacts peuvent être très différents. Enfin, c'est une des questions qui va être soulevée, c'est-à-dire à quelle échelle, à la fois temporelle et spatiale, il faut travailler. Vous avez des processus qui ne peuvent se décrire que sur des territoires ou à l'échelle locale, et d'autres qui peuvent s'inscrire à l'échelle d'un bassin versant ou même au-delà. Donc, c'est essayer justement un peu d'identifier à quelle échelle il faut travailler et finalement quels seront des indicateurs qui sont plus pertinents à l'échelle locale et d'autres à une échelle plus importante. Donc, savoir regarder également les singularités des territoires parce que les approches, à la fois la pression sur le milieu n'est pas les mêmes et du coup, même les mécanismes, on va dire, de résilience ne sont pas les mêmes. Donc, il faut tenir compte de cette échelle. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un projet à l'échelle métropolitaine, en fait. C'est un projet national avec des acteurs et qui va s'appuyer sur les observatoires déjà existants. L'idée étant finalement d'enrichir et de faciliter finalement les interfaces avec les différentes communautés sur les objets sur lesquels elles travaillent déjà. D'accord. Sylvie, tu as une question? Oui, j'essaie de comprendre un peu, enfin de raccrocher les wagons avec la présentation précédente, c'était une entrée par consommateur. Là, l'entrée, j'ai pas bien saisi, c'est une entrée par territoire, par secteur d'activité. Enfin, l'empreinte, elle va concerner quoi? Enfin, qui, quoi? Le consommateur, l'activité qui prend de l'eau, qui éventuellement rejette de la pollution, ou bien elle concerne un territoire et elle intègre toutes les activités d'un territoire, comme on peut le faire aujourd'hui à l'échelle d'un bassin versant. On essaie d'avoir cette approche un peu intégrée avec un indicateur intégrateur défini par la directive cadre européenne. Où on mesure les conséquences de tout ça, c'est-à-dire les prélèvements, les rejets, les actions qui peuvent impacter la biodiversité sur les indicateurs biologiques. En fait, c'est déjà des indicateurs intégratifs. C'est quoi la porte d'entrée en fait de cette nouvelle approche? Je dirais que la porte d'entrée, c'est vraiment, l'eau, enfin l'hydrosystème, et regarder donc l'ensemble des pressions. Et après, chacun des territoires, il y a des processus qui peuvent s'expliquer et qui sont transposables. Il y en a d'autres qui doivent être évalués au niveau des territoires. Et ensuite, c'est au niveau de chacun des territoires comment on s'approprie finalement l'ensemble
des nouveaux outils, à la fois en termes d'acquisition de données sur la qualité des milieux. Aujourd'hui, on développe plein de nouveaux outils. L'information est de plus en plus vaste. La question, c'est de savoir comment je sais l'utiliser et la réutiliser de manière à avoir cette vision d'impact. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont déjà utilisés, mais c'est un peu de les re-questionner aussi demain en fonction des nouvelles connaissances, de l'acquisition des nouvelles méthodes. Je pense au mix, par exemple, parce que je travaille dessus, mais qui génère énormément de données, de savoir derrière comment, effectivement, on peut les réutiliser, comme ça a pu être fait sur un certain nombre d'indicateurs déjà aujourd'hui. Mais ça, c'est à re-questionner, je dis bien, de façon... justement, je vous invite à participer aux ateliers, à participer aux réunions qu'on pourrait faire sur le défi, parce que c'est justement re-questionner l'ensemble de ces éléments de manière à ce que finalement les actions de recherche, on va plus caractériser de façon fine, les impacts, etc., puissent derrière générer des éléments pour faire évoluer à la fois peut-être le cadre de la surveillance ou même comment on considère finalement ces différentes pressions dans les modélisations qui peuvent être conduites derrière toute la partie impact d'une activité. Merci. Une dernière question, Maxime? Merci pour le projet, là ça a l'air très intéressant. Je voulais juste savoir justement, au-delà de la clé d'entrée, je suppose que vous vous basez sur certains travaux qui sont déjà sortis également, puisqu'il y a des recommandations normatives et puis à l'échelle européenne sur l'évaluation de l'eau. Est-ce que l'idée c'est d'aller un peu plus loin ou d'affiner l'échelle, la spatialisation de ces indicateurs qui peuvent déjà être existants, ou de reformuler l'approche? L'idée, c'est parce que c'est un horizon de 10 ans. Donc, l'idée, effectivement, ce serait peut-être un peu de re-questionner, en fait, aussi ce qui est proposé aujourd'hui. Mais parce qu'on est sur un horizon, c'est pas un projet à 2-3 ans, c'est un projet sur un horizon de 8 ans. Donc, du coup, c'est effectivement c'est ambitieux. Mais c'est de partir effectivement de ce qui est proposé aujourd'hui et peut-être le re-questionner au regard des nouvelles connaissances que l'on acquiert dans les différents domaines, que ce soit le domaine de la chimie, de la biologie. Enfin, on a aujourd'hui des outils importants qui vont forcément, peut-être pas d'ailleurs. L'idée, c'est de re-questionner et de voir si effectivement il est nécessaire de re-questionner ces propositions et de faire d'autres propositions. D'accord, merci. Donc peut-être pas, mais Non, l'idée, c'est effectivement de co-construire aussi avec l'ensemble de la communauté et sans se retrouver isolé dans l'univers scientifique et être également en co-construction avec les acteurs et ceux qui utilisent finalement ces données qu'on acquiert de manière à ce qu'elles puissent s'enrichir derrière la modélisation. Parce qu'on parle tout à l'heure, vous parliez du stress hydrique, mais comment est-ce que je le caractérise et est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas essayer d'aller un petit peu plus loin, comme en termes d'impact de la pollution et de la caractérisation de la pollution, qui est particulièrement vaste. Voilà, en termes de pollution chronique, aiguë, comment ça évolue avec les événements extrêmes. Enfin, on a plein de questions à se poser. Donc, vous êtes invité à participer aux ateliers dans les... Voilà, je vous invite à participer aux ateliers, puis à participer aux différentes réflexions qui seront conduites et pourquoi pas répondre demain aux appels à projets avec une co-construction. Et dans 8 ans, je reviens en vous présentant les résultats. En ambition et donner comme résultat sur un peu. Eh bien, merci, c'est noté. Ce sera avec plaisir. Bon, en tout cas, je vous arrête là pour aujourd'hui. On est arrivé au bout de notre heure d'échange. Donc, merci beaucoup, Hélène, merci Timothée pour ces 2 interventions. Merci aussi pour vos questions à tous les participants. Le webinaire donc, sera disponible sur le site du CRESEB en replay avec donc, les 2 supports de présentation. N'hésitez pas, si vous avez des différents supports ou biblios ou voilà, toutes sortes de références intéressantes et qui vous semblent pertinentes, faire remonter, de nous les faire suivre. On les mettra aussi en lien dans l'article. Nous, on en a fini pour nos webinaires parce que c'est les vacances. Donc, on vous souhaite à tous de très bonnes vacances. On se retrouve le 22 septembre avec un webinaire dédié à l'intermittence des cours d'eau dans notre contexte breton. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et août. Et à très bientôt, j'espère. Merci encore pour votre participation.